Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de la semaine. Alors je vous avoue qu'on n'a pas spécialement de plan, je pense que ça va être un peu une conversation entre Julien et moi. On a Euh, l'idée. hein On a l'idée. On a l'idée en tout cas, mais c'est un sujet où je pense que c'est assez légitime parce que moi par exemple je me suis longtemps posé la question de comment est-ce qu'on allait faire pour l'après. Et on va vous parler un petit peu aujourd'hui du fait de passer salarié à chef d'entreprise et plutôt chef d'entreprise dans le sens où on est à la tête d'un patrimoine immobilier. C'est ça, c'est globalement, qu'est-ce qui se passe quand t'as quitté le salariat. C'est un peu l'idée de l'épisode. Voilà. Et on a eu l'idée de ça parce qu'en fait on nous a déjà posé plusieurs fois la question. Alors bon, enfin nous je sais pas, ça nous paraît maintenant évident, mais peut-être que certains ont besoin un petit peu de se projeter et d'être rassurés sur comment est-ce que c'est d'être à son compte en France, dans la France de Macron. Exactement, et qu'est-ce que ça change? Parce que c'est vrai que le français, il aime bien être dans un statut, on parle toujours de santé, d'impôts, de cotisations, etc. Et là, le but, c'est pas de vous refaire forcément un tour des différents régimes fiscaux, sociaux, mais plutôt de vous expliquer qu'est-ce qui change concrètement, comment vous allez voir votre vie financière le jour où vous avez plus le salariat, quels sont un peu les avantages, inconvénients, et également, surtout, à quoi vous devrez faire attention le jour où vous avez plus de CDI. C'est ça. Bah déjà, je pense qu'on va un peu rappeler le contexte avec... parce qu'en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur le podcast, donc peut-être ça peut faire un peu un rappel. Du coup, nous, avec Julien, on s'est mis ensemble quand on avait 21 ans. Julien avait déjà un appartement. Il était en train d'acheter le deuxième quand on s'est mis ensemble. Et je sais pas, à partir de là, je sais pas trop qu'est-ce qui nous est passé par la tête, mais on s'est dit qu'on allait faire ça, tu vois. Ouais, globalement, j'avais une vision. I have a dream. Non, mais globalement, en fait, à ce moment-là, plus ou moins juste avant effectivement qu'on se mette ensemble, je m'intéresse à l'investissement immobilier. Je commence à faire un appart, puis un deuxième, avant qu'on commence à faire des projets tous les deux. Et globalement, en fait, moi, j'avais un inconfort dès le début sur le principe de la vie. Et c'est vrai que ça me... Tu sais, c'était en lien avec la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, Je veux rien faire. c'était exactement ça. C'est en fait, dès gagner la des fin sous du et rien lycée, faire. je voyais bien que cette société, elle avait pas vraiment de sens pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais bien que mes parents, ils se butaient à la tâche pour jamais avoir de temps, jamais vraiment décider de ce qu'ils faisaient. Je voyais que plus ou moins, en fait, je devais partir dans un taf. Il y avait, en fait, ce qui me passionnait, ça rapportait pas de pourtant, thunes. Du coup, je savais... T'aimais bien tes études, pourtant, et t'étais bon en droit. Donc Mais attends, ça c'est encore même avant les études. C'est-à-dire que même avant de choisir d'aller dans le droit, je me rendais bien compte que ce que j'aimais dans la vie, c'était le sport et l'histoire. Deux trucs où c'est compliqué de gagner de la thune. Alors bon, c'était même à l'époque où j'étais au lycée, c'était encore le tout début du feed game sur YouTube, tu vois. Aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent dans le sport, c'est peut-être un peu différent. Mais voilà, à l'époque, globalement, à part être sportif de haut niveau et être coach dans les premiers fitness parks à l'époque, ou être prof d'histoire par rapport aux matières qui m'intéressaient, etc., il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, je savais bien que je devrais aller dans un autre domaine si je voulais gagner de l'oseille. Et du coup, j'ai fini dans le droit. Parce que c'est vrai que c'était toujours, avec des études de droit, tu peux tout faire. C'était globalement un peu le discours que j'avais à l'époque. Je pense qu'il est pas totalement faux aujourd'hui. C'est vrai que si je recommandais à quelqu'un qui, au stade zéro des études et qui sait pas dans quoi partir, c'est vrai que pour le coup, le droit, ça t'ouvre à beaucoup de sujets parce que tu pourras jamais faire que du droit. En fait, tu vas toujours toucher à l'économie, tu vas toucher au sens social, tu vas toucher aux logiques comptables, fiscales. Enfin, tu vas aller dans beaucoup d'autres domaines que simplement l'aspect juridique des contrats. Et c'est vrai que comme tu dis, même si j'étais pas mauvais dans mes études de droit, ça me passionnait pas spécialement. Et c'est vrai que même si je m'en sers tous les jours aujourd'hui et que dès que quelqu'un a une question en droit, il me pose la question et que des fois j'ai la réponse, des fois j'ai pas la réponse, mais en tout cas j'ai un début de piste sur comment la trouver, tu vois. Honnêtement, ça sert au quotidien. Et par rapport à d'autres études, c'est vrai que par exemple, je suis plus content aujourd'hui d'avoir un bac+5 en droit qu'un bac+5 en mathématiques. J'ai full respect pour ceux qui font des maths, mais je pense qu'au quotidien, c'est plus utile d'avoir fait du droit que d'avoir fait des maths, tu vois. Et globalement, dès le début ensuite de mes études, je vois bien que en fait, les études, c'est un peu... on te forme pour devenir genre esclave. Tu auras l'esclave de niveau 0, le stagiaire, l'esclave de niveau 1, le salarié, puis tu pourras peut-être devenir esclave de niveau 2, manager, esclave Collab, de niveau etc. 3. Ouais, c'est ça exactement. Du coup, je vois pas trop le principe de cette vie. Et à ce moment-là, je m'intéresse à l'investissement IMO, tu vois, et plus ou moins à tout ce qu'on peut faire autour. Et c'est vrai que
dès ce moment-là, j'ai un peu la vision de bon ben voilà, d'ici 10 ans globalement, faut que je sois plus salarié ou en tout cas, faut plus que je sois obligé de travailler. Et c'est de là que on se rend compte et qu'on commence à investir dans l'IMO. Et bon, on va pas refaire tout le détail de nos OP, c'est pas l'objet de cet épisode, mais globalement, on arrive à cet objectif le 31/12 2024. Moi, je quitte précisément la banque le 14 décembre 2024. Toi, un petit peu après, parce que tu avais du travail quasiment jusqu'à Noël, je crois, un truc comme ça. Ouais, et en fait, ils m'ont foutu des placements Ouais, jusqu'à... les enfoirés. Jusqu'à la fin, ils nous ont conforté dans le choix que vraiment le salariat, c'était de la j'en merde, tu vois. avais plein, mais... Et globalement, voilà, au 31/12 2024, on arrive à notre objectif de enfin quitter le salariat. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit la vie? Quelles sont les choses sur lesquelles on doit faire attention? Comment on se paye aujourd'hui? Comment on continuera à se payer dans les années futures? Et concrètement, qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue dans globalement aujourd'hui, t'es plus salarié, qu'est-ce qui se passe pour ton statut social quand t'es malade, quand t'as des revenus? Comment tu dois voir les revenus et ta construction de patrimoine aussi qui est complètement revue quand t'es plus salarié? Alors là aussi, on fera des petits retours arrière parce qu'on avait commencé à réfléchir à ces questions-là bien avant le 31/12 2024, heureusement. Ouais, merci. Mais voilà, je pense que si vous êtes plus ou moins à un moment de notre parcours, soit vous êtes encore au tout début en train de réfléchir, est-ce que vous le faites, de pas le faire ou pas, de se lancer dans l'IMO avec les responsabilités et le temps et l'énergie que ça va prendre, mais ou alors vous êtes déjà bien avancé dans vos investissements et vous commencez à voir le bout du tunnel. Comment est-ce qu'on se situe un peu à tout ça? Après, je pense que nous, notre cas un peu particulier, c'est qu'on a appris à être chef d'entreprise en même temps que salarié, et ça pendant 7 ans, tu vois. Ça, c'est un peu notre particularité. C'est que, on peut vous dire tout le temps de se professionnaliser quand vous êtes investisseur IMO, et c'est un peu ce qu'on a fait en parallèle de nos jobs. Alors, au début, le temps paraissait un peu long, j'avoue, parce qu'en fait, même moi, franchement, je pense, j'ai entrevu le bout du tunnel, on va dire, peut-être 1 an et demi avant, c'était au Mexique en mai 2023. Je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est faisable. 31/12/2024, c'est faisable de quitter nos jobs. Mais avant, pour moi, ça me paraissait quand même assez lointain, mais il n'empêche qu'on était quand même déjà chef d'entreprise, en fait, avec plusieurs sociétés, etc. Déjà, Et c'est quoi être chef d'entreprise? Quand tu dis qu'on était déjà chef d'entreprise quand on était salarié, t'entends quoi par là? En fait, on a salarié, du coup, c'était nos CDI normaux, ce que tout le monde comprend quand on dit qu'on est salarié. Et pour moi, chef d'entreprise, c'est qu'en fait, on avait une C'est le problème. oui, aussi. Non, en fait, on avait un actif qu'il fallait faire travailler, en fait, tout simplement. On avait et un actif, en fait, bon, peut-être là je fais ma comptable, mais un actif, ça peut être beaucoup de choses. Nous, ça se concrétisait par des biens immobiliers qu'il fallait qu'ils nous rapportent de l'argent. Et après, un actif, ça peut être plein d'autres choses, tu vois, une idée, un projet du moins à mettre en œuvre pour que ça nous rapporte de la thune. Et l'investissement, c'était principalement nos économies et notre temps surtout. Je sais pas Oui. comment tu vois les choses, mais du coup, parce qu'un chef d'entreprise, vous pouvez être en micro-entrepreneur, vous êtes quand même chef d'entreprise pour moi, tu vois. Tout à fait. Moi, ce que je vois surtout, c'est les responsabilités. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, et en plus, on avait doublement des responsabilités parce que c'est vrai que, bon, à la fois avantage, inconvénient, nous, dans nos métiers, quand on était salarié, toi, tu étais responsable comptable, moi, j'étais banquier d'affaires. Entre guillemets, on n'était pas non plus le salarié qui vient au boulot sans se poser aucune question et entre guillemets, quand il rentre chez lui, il déconnecte complètement parce qu'il a aucune responsabilité. Je veux dire, on avait tous les deux des téléphones pro, on était tous les deux cadres au forfait, donc entre guillemets, on n'avait pas spécialement d'horaire, on avait plutôt une tâche, une quantité de travail à faire. On était tous les deux en contact avec de la clientèle où pour cette clientèle-là, on était la seule interface vis-à-vis de notre entreprise. Donc en fait, on représentait notre entreprise avec forcément les implications que ça sur la gestion des problèmes, sur la réactivité vis-à-vis du client, sur le suivi de celui-ci, sur l'obligation de créer du lien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de clients avec qui je vais faire beaucoup d'efforts sur faire de la conversation avec eux, alors qu'entre guillemets, on était très différents. Et bon, voilà, je préfère être honnête. Des fois, il y a des clients me racontaient leur vie, je m'en foutais complet, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça faisait partie de l'aspect d'être commercial et de devoir discuter de ça avec eux. Et en parallèle, on avait nos responsabilités de l'immobilier qu'on était en train de créer, c'est-à-dire combien de fois sur nos horaires de boulot on a dû prendre un appel pour l'IMO, combien de fois sur du télétravail je suis allé faire des visites avec des artisans, faire des visites avec des agents immobiliers, louer avec des locataires. On avait souvent du travail le soir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fini nos jobs salariés, on devait bosser le soir, on devait faire l'administratif, les choses qu'on n'avait pas pu faire la journée. Les week-ends, on visitait des biens, on faisait des travaux, on mettait en location, on gérait tout un tas de problèmes
inhérent à l'investissement IMO et tout simplement le fait d'entreprendre dans le monde et l'économie dans lequel on est. Et c'est vrai que ça, cumulé au salariat, on avait un peu l'inconvénient des deux sans avoir les avantages des deux, parce que moi, si je dois donner un grand avantage au fait d'être salarié et un grand avantage au fait d'être à son compte, c'est que quand globalement tu es salarié, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, tu Ouais, seras ça payé. ça tombe, ouais. On est dans un pays qui est très protecteur du salarié avec les avantages que ça, en mode ton patron te casse les couilles, tu te mets en arrêt maladie, au pire il te licencie, t'as le chômage. Donc entre guillemets, tu sais qu'à la fin t'es toujours payé Mmh. et que entre guillemets, tu peux pas vraiment, enfin tu t'as pas de risque sur ta rémunération. Sauf si tu vois par exemple, il y a quelques métiers commerciaux, par exemple tu vas avoir un fixe qui va être très bas et tu vis sur tes Ouais, commissions. sur Bon tes là c'est un peu commissions. différent, mais globalement t'as quand même une majorité de salariés qui sont plus ou moins payés intégralement en fixe, ou en tout cas qui ont genre 80-90% de leur salaire qui est fixe. Donc on va dire que eux ils prennent beaucoup moins de risques sur le fait d'être payés ou pas. Mais pour le coup, l'avantage quand tu es chef d'entreprise, c'est que tu as t'as un full choix sur ton temps. Et c'est vrai que ça on en reparlera, c'est un peu je pense le plus grand changement qu'on a depuis un an dans nos vies, c'est que on décide en permanence de ce qu'on fait. Alors même si on peut pas non plus, c'est pas c'est pas un super pouvoir non plus, tu vois? On peut pas non plus claquer des doigts et décider d'être à l'autre bout du monde, forcément quoi. Il y a toujours des rendez-vous, il y a toujours des choses entre guillemets où on peut pas non plus décider de 100% de notre temps tout le temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ça a été mon cas cette semaine. On a des amis qui ont déménagé leur salle de sport dans laquelle on s'entraîne. Ils avaient besoin d'un coup de main. Le déménagement, c'était jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, y a pas de souci. J'étais là, je donnais un coup de main. J'étais pas là en mode ah putain, attends, faut que je vois avec mon patron si je peux poser un Ouais. RTT pour venir donner un coup de main. Du coup, ça me permet d'être là, de pouvoir aider et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus aujourd'hui d'être à notre compte. C'est que voilà, quand on veut bloquer un jour pour faire quelque chose ou qu'on a décidé d'aller faire une activité ou quoi, il y a pas de problématique et c'est vrai que ça, je pense que c'était la plus grande frustration que j'avais d'être salarié et que je savais bien que, je pourrais pas être salarié plus de quelques années. C'était ce truc de absolument devoir donner son temps à une entreprise, à un patron en mode j'avais pas suffisamment de ma main sur mon quotidien. Tu vois, Ouais. à part les vacances, les week-ends, les quelques jours fériés, en fait, tu dois être au bureau, tu dois être à tel endroit. Et même si j'avais la chance dans mon métier d'avoir beaucoup de télétravail et de pouvoir un petit peu, tu vois, faire l'anguille pour, entre guillemets, faire avancer nos autres projets, je sentais vraiment qu'il y avait une grosse partie de mes journées qui était bouffée, dans un lieu dans lequel j'avais pas envie d'être, à, faire des tâches, dont j'avais pas envie, d'avoir la responsabilité, à gérer des problèmes qui n'étaient pas les miens. Ouais, ça je peux comprendre. Après, aussi je pense que c'était un peu dur psychologiquement parce que du coup, on était chef d'entreprise, disons ça comme ça à côté et en fait, on a fait le choix de ne pas toucher à l'argent que notre actif nous rapportait aussi. Donc en fait, d'un autre côté, on était un peu contraints par le salariat parce qu'il fallait qu'on ait le CDI et de l'autre côté, en fait, on mettait beaucoup d'énergie et toutes nos économies dans quelque chose auquel on touchait, jamais les fruits, tu vois? Pour le faire grossir le plus vite possible et se débarrasser du premier problème qui était le salariat. Donc ça, c'est vrai que c'était psychologiquement un peu, bon, c'est frustrant, quoi. Après, on savait que c'était pour la bonne cause, mais Oui, d'ailleurs, moi je le dis, récompensez-vous. C'est vrai que nous, pour le coup, ouais. des fois, c'est un peu si on doit faire un petit retour arrière, on aurait dû se récompenser un peu plus. D'ailleurs, on commence seulement à prendre l'habitude de fêter les victoires dans l'immobilier, des choses comme ça, mais pendant Ouais, des j'avoue, années, la dernière on fois, le on est fêtait allé pas. au resto, tu sais, on fait Bon, on a jamais vendu ça. un bien, on est allé au resto, on n'a jamais fait ça, d'aller un bien parce qu'on a acheté un immeuble ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que pour le coup, bon, même si l'argent est pas la motivation première, je pense, de tout ça. Et d'ailleurs, je pense que si c'était que l'argent, Ça serait vite ouais, fade. on aurait abandonné un peu avant, je pense, parce que la réalité, c'est voilà, c'est avoir du temps et faire autre chose. Parce que la réalité, c'est que c'est normal, c'est même sain. Plusieurs fois, on s'est remis en question. Plusieurs fois, on s'est dit, est-ce qu'on continue l'immobilier, ce qu'on en fait quand on est dans les périodes un peu dures. Vous savez, on vous en a raconté pas mal qui nous en sont arrivés dans ce podcast. T'es là en mode, tu continues, tu fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Aujourd'hui, ça t'apporte le fait qu'en fait, t'es plus obligé d'aller bosser à la banque, t'es plus obligé d'aller bosser dans ton cabinet comptable où t'as pas envie de voir ta collègue de l'accueil qui est une vraie peste Mmh. et de faire semblant d'être content d'être là et que ton patron te donne des tickets resto à la fin du mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est ce qui justifie les sacrifices qu'on a dû donner. Mais si on doit laisser, je peux être une raison de pourquoi on a été en salariat et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été à nos comptes plus tôt, si on dit que c'est tant génial d'être à son compte, Ouais. etc., c'est qu'on voulait acheter de l'IMO et quand vous achetez de l'IMO, le plus simple, c'est d'être en CDI. Après, je sais pas si les mecs qui, tu sais, décident de lancer une entreprise, est-ce qu'ils font aussi un petit peu comme nous, au départ, tu sais, ils gardent leur job et ils essayent de bosser le projet à côté?
Parce qu'en fait, c'est quand même un choix qui est, je pense, pas pour tout le monde, hein. Je pense qu'il y en a, ils peuvent vite, même au début, c'est normal d'avoir le système nerveux qui crame un peu. Parce qu'en fait, quand les autres se foutent dans leur canapé le soir, vous êtes là à essayer de faire décoller un truc, vous êtes même pas sûr que ça va fonctionner. Vous prenez des risques, forcément. Des risques de temps, des risques financiers. Et du coup, bah, est-ce que tout le monde fait ça? Je sais pas, tu vois, j'avoue, je sais pas trop. Bah, non, la plupart du temps, quand quelqu'un lance son entreprise, il se lance à 100% dedans, et c'est même logique, entre guillemets, si tu veux que ça marche, il faut te lancer corps et âme à l'intérieur. C'est un peu la problématique de l'immobilier, c'est là où bah, ça a ses limites quand tu compares ça à une vraie activité Ouais, voilà, de d'entreprise, start-up ou un truc c'est comme que, ça, entre guillemets, t'as pas besoin d'y consacrer 100% de ton temps, en tout cas au début, et la problématique, c'est que ton premier levier d'évolution dans l'immobilier, c'est d'avoir du crédit. Et pour avoir du crédit, il faut que tu aies un job salarié. Tu peux pas juste dire à la banque, regardez, j'ai des loyers, ça marche, continue à me prêter. c'est ça. Après, tu vois, on me dit souvent, au moins, ça, tu le disais tout à l'heure, salarié, c'est bien parce qu'à la fin du mois, quoi qu'il arrive, le salaire, il tombe. Et je suppose aussi qu'il y en a plein qui font le raccourci que, tu sais, avec tes cotisations, ce que l'employeur y verse, en fait, t'es forcément couvert en tant que, enfin, tu sais, au chômage, si t'as un pépin de santé ou quoi, bah, t'es forcément indemnisé. Tu penses quoi de cette question-là? Est-ce que ça, pour le coup, chef d'entreprise, c'est un désavantage, c'est que t'es beaucoup moins bien couvert qu'un salarié? Donc, est-ce que c'est un inconvénient d'être chef d'entreprise là-dessus? Oui, Franchement, j'ai envie de dire oui et non. oui et non, je dirais Tout aussi. simplement, en fait, être salarié, en plus, ça t'accroche à une entreprise, à la mutuelle que choisit ton patron pour toi, ou à ta complémentaire si jamais t'en prends une. Et entre guillemets, t'es vraiment dans un système, entre guillemets, ben voilà, ton revenu, il est capé, donc tu peux pas vraiment gagner plus que ça. Donc en fait, t'essaies de prendre la meilleure couverture possible, alors qu'en fait, dans tous les cas, t'as déjà plus la moitié de ton salaire qui part Oh, indirectement dans la protection d'assurance maladie. L'avantage, c'est que quand t'es chef d'entreprise, tu choisis. c'est Et ça. moi, je Mmh. trouve que là encore une fois, pourquoi on a fait de l'investissement, pourquoi on en est là où on est aujourd'hui, c'est pour de la liberté. Et la liberté, ça passe pour des trucs aussi bêtes de choisir si on est couvert ou pas. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qu'on a pu me poser, c'est que bah, maintenant, quand vous êtes à votre compte, est-ce que vous avez une mutuelle ou quelque chose comme ça? Nous, on n'a pas de mutuelle. Alors effectivement, quand on aura genre 70 ans et qu'on aura un peu plus de soucis de santé, sans doute qu'on aura une mutuelle. Peut-être que quand on aura des enfants, on aura une mutuelle pour eux, tu vois. Mais entre guillemets, là, à l'instant T, par rapport au fait que l'âge où on a très peu de chances d'avoir des maladies, sachant qu'on n'a pas de comorbidité, et que, entre guillemets, c'est toujours pareil, les mutuelles, en fait, tu fous de l'argent dans le système pour cotiser pour ceux qui en ont besoin. Entre guillemets, ouais, quand t'es salarié, en fait, on te laisse pas le choix. D'ailleurs, c'était, je sais pas, s'il y a 10 ans à peu près qu'ils ont rendu obligatoire aux entreprises de prendre des mutuelles pour leurs salariés. Avant, ça l'était pas, tu vois. Mmh. Donc, chacun décidait. Là, l'avantage, c'est que quand t'es chef d'entreprise, tu décides. Et tu peux même décider encore plus loin. C'est-à-dire qu'en France, alors même que sur ton salaire, on te prend un énorme pourcentage de celui-ci pour payer ce système social obèse qui est à moitié en banqueroute. En fait, on te laisse pas le choix de ton taux de cotisation, de combien tu vas en donner, et bien évidemment que ce que tu donnes, ça n'a aucune proportion avec ce que tu vas recevoir. Alors que quand tu es chef d'entreprise, encore une fois, tu as le choix. Tu décides de te payer ou pas, tu décides comment tu te rémunères, tu décides pas 100% de ta fiscalité non plus, faut pas exagérer, mais dans le pire des scénarios, quand tu es chef d'entreprise, si vraiment un jour t'en as trop marre, tu pars à l'étranger. Et entre guillemets, bah là, tu iras dans un pays où les règles seront pas les mêmes et où tu te débrouilleras avec les nouvelles règles de l'endroit dans lequel tu iras vivre. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage que tu ne peux pas avoir quand tu es salarié, parce que naturellement, tu es obligé de rester dans ton entreprise là où elle est, sauf si tu as des mutations internationales ou si tu décides juste de quitter ton taf pour essayer d'en retrouver un autre à l'étranger. C'est moins évident, et d'ailleurs, on connaît très peu de gens qui font ça. On a quelques amis qui ont pu faire ça avec la Suisse, mais bon, ça reste au Luxembourg, ça reste anecdotique. Et pour ceux qui sont très bien diplômés ou qui ont des compétences particulières qui sont intéressantes à l'étranger, la réalité, c'est que quand tu es salarié, on va te prendre globalement plus de la moitié de ce que tu coûtes à ton employeur pour payer un système dans lequel tu ne récupéreras qu'une miette de ce que tu auras mis dedans, alors qu'au moins quand tu es à ton compte, tu peux beaucoup mieux, même si c'est pas parfait, même si c'est pas total non plus, décider est-ce que tu décides de continuer à foutre de l'argent dans le système ou pas. En fait, je pense que l'allocation, en tout cas le calcul, je pense que vous devez faire, c'est voilà, actuellement imaginons vous êtes salarié, bah vous prenez votre fiche de paye, vous regardez ce qui part en prévoyance, cotisation, retraite, et vous vous imaginez, bah si je suis à mon compte, sachant que j'ai une liberté de temps quand même d'allocation. Enfin,
Je connais pas un chef d'entreprise qui travaille, toute la journée, de 6h à 23h. C'est faux. Si vous dites ça, je pense que c'est Alors, compliqué. dans les professions libérales, tu peux en trouver, mais c'est vrai que dans Non, les mais autres activités, non. la majorité, heu, on le voit, si on veut se dégager une journée ou 2 dans la semaine, en fait, c'est possible. Ça veut pas dire Ouais. que les jours qui restent, on va pas on travaillera pas, 10 heures dans la journée. C'est pas ce que je dis, mais c'est qu'en fait, la gestion du temps est vraiment différente. Est-ce que du coup, quand vous êtes vous êtes libre de votre temps, de votre argent, pour la somme que vous cotisez actuellement en salarié, est-ce que vous feriez des choix différents d'allocation? Par exemple, parce que quand tu parlais, je me disais: «Ouais, mais vas-y, si tu tombes enceinte, imaginons tu es une fille, à ton compte, et bah, ton entreprise, enfin, tu une grossesse difficile ou même tu as un cancer ou je sais pas quoi, et ben, en fait, tes sources de revenus, elles sont, capoutes, tu vois? Si tu peux pas, travailler». Ça dépend quelle est ton activité. Ça dépend si tu es ce qu'on appelle un self-employment, tu sais, comme dirait Robert Kiyosaki, c'est-à-dire qu'en gros, tu es un, travailleur indépendant, ou est-ce que tu es un vrai chef d'entreprise et que ton entreprise peut potentiellement tourner un minimum sans toi, tu vois? Ça dépend si tu es source de revenus. L'avantage, c'est que l'immobilier, aujourd'hui, peut pas tourner, 100% sans nous. On en parlait dans l'épisode de lundi et sur le fait que justement, on essaie de se dégager du temps pour partir en vacances et pouvoir passer un peu l'esprit libre, tout en, gardant quand même la responsabilité que, il y ait quelqu'un pour gérer si jamais il y avait une urgence. Mais entre guillemets, si demain t'as un cancer, ton immobilier continue à te cracher des loyers, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que, ça vaut pas le coup de cotiser moins quand vous êtes, on parlera du régime social après, quand vous êtes chef d'entreprise et réinvestir prendre un petit peu de ce budget-là, si vous êtes stressé, de le mettre dans une mutuelle ou une prévoyance complémentaire? Parce que tu vois, le taux de cotisation, il est quand même plus bas quand tu es chef d'entreprise, et bah, tu as le droit de prendre des trucs, complémentaires si jamais tu as peur de pas être couvert, si tu as une maladie ou quoi, Tout tu à vois? fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si jamais t'es vraiment stressé là-dessus, tu peux prendre une très bonne, mutuelle. Oui, je pense qu'il y a des bonnes choses pour moins cher que ce que tu coûtes réellement, parce qu'en fait, Exactement. l'idée reçue, c'est qu'en fait, en salarié, tu es super bien couvert. La vérité, pour ce que vous payez sur votre salaire Pas du tout. et le taux de Bah, il y a plein de restes à charge sur les mutuelles c'est ça, des salariés. Je suis mais désolé, c'est t'es pas ça. bien Puis en couvert, plus, pour la c'est que des trucs de merde. Par exemple, les dents, personne n'est couvert ouais, sur les dents. La vue, oui, par exemple, ouais, pour les vieux, tu vois? ouais. Mais pour les dents, par exemple, personne n'est bien couvert, c'est jamais remboursé. Bah, voilà, en fait, et pourtant vous avez, cotisé. Bah, regardez votre fiche de paye, regardez combien vous avez mis par mois, l'année dernière, dans la prévoyance pour avoir un reste à charge. Alors que je pense que c'est plus entendable d'avoir un reste à charge quand tu as moins cotisé en tant que chef d'entreprise, tu vois? Oui, complètement. Et puis c'est surtout qu'en fait, il y a aussi après une question de responsabilité. Je pense que tu vois, c'est typiquement de raisons qui font qu'à l'instant T, j'ai pas de mutuelle. Alors bah, peut-être qu'un jour j'en reprendrai une. Tu vois, aussi pour aller à l'étranger, ça sera peut-être différent, mais entre guillemets, heu OK, je décide de cotiser le moins possible à ce système. C'est aussi parce que voilà, là maintenant quand je vais chez le kiné, je paye ma séance de kiné, je demande pas un remboursement et en fait, ça me prend tellement la tête, c'est tellement compliqué. Je pense juste que la complication du système est fait pour en fait de t'inciter à pas utiliser le remboursement. Enfin, entre guillemets, il y a que ceux qui ont le temps qui vont le faire. Qu'en fait, entre ce que ça me coûte en temps, en énergie de prendre une mutuelle, essayer de voir pour les remboursements, avancer le tiers payant, me faire rembourser le truc bidule, ça me prend la tête. En fait, je préfère aller voir mon kiné, ils me disent combien la séance, 30 balles. OK, voici 30 € et au moins c'est simple, tu vois. Mmh. Et entre guillemets, bah, je sais qu'aujourd'hui je travaille et que si j'ai vraiment besoin d'aller voir un kiné, un ostéo ou un médecin ou quoi que ce soit, bah, je payerai par carte. Et entre guillemets, je sais que c'est l'argent pour lequel je travaille qui paye ce service-là et que j'ai pas besoin de cotiser pour essayer de me faire rembourser. C'est un peu le même principe. Pour moi, je le vois vraiment comme l'assurance loyer impayé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que entre guillemets, quand vous avez qu'une seule source de revenus, que, sans celle-ci, bah, forcément, ou que vous avez des comorbidités ou quelque chose qui justifie que vous soyez particulièrement bien assuré. C'est comme quand vous avez qu'un appartement, OK, la garantie loyer impayé, quand t'as qu'un appartement, je trouve qu'elle est entendable parce que si tu perds ton seul locataire ou que t'as plus de loyer ou quoi, ça peut vraiment être compliqué. À partir de là, je suis désolé, mais quand t'as plusieurs appartements, que tu commences à en avoir des dizaines et des dizaines, l'assurance loyer impayé, elle sert à rien. Tu te fais ton auto-assurance, tu vois? Bah, moi, par exemple, sur la santé, je choisis de faire aussi mon auto-assurance là-dessus parce que en fait, je n'estime pas nécessaire de cotiser énormément pour en récupérer des cacahuètes, sachant que même si on me sortait l'argument moral de oui, mais au moins tu cotises un peu pour les autres, parce que peut-être que le jour où tu auras besoin, les autres seront là pour cotiser pour toi. En fait, quand tu regardes tout ce qu'on a déjà cotisé les dernières années, en fait, je pense que j'ai payé 10 fois ce que je coûterais jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Donc, et puis c'est toujours pareil. Soit tu vois le système soit tu vois le système que à travers le prisme des cotisations dont on est en train de parler, ou alors tu vois le système de manière globale. On paye toujours de la TVA, on
paye toujours de l'IS, on paye toujours des taxes foncières, on paye toujours des droits d'enregistrement, on paye toujours énormément de taxes, d'impôts et autres. Donc en soi, notre cotisation au système est plus ou moins enfin, elle existe, tu vois ce que je veux dire. Juste le choix qu'on a fait, c'est que typiquement, on va pas se payer genre en TNS ou en président salarié d'une On va SAS y parce venir, qu'en ouais. fait, on va se faire défoncer en termes de cotisation sociale. Pourquoi? Pour une retraite qu'on n'aura pas ou pour un système de santé où de toute façon, on n'en a pas besoin. Mmh. Et ouais, donc du coup, bah, ça, c'est déjà un choix à avoir. D'ailleurs, sachez que plus ça avance, moins vous êtes, couverts parce que tout simplement, vous cotisez toujours pour le chômage, mais en fait, vous n'avez pas le droit au chômage. Ça, je sais pas si tout le monde en est conscient, mais en fait, ils sont en train de le réduire. Il y a qu'un seul cas qui est d'avoir le chômage, c'est la rupture conventionnelle et c'est excessivement coûteux Ou pour vo licenciement. pour votre employeur. Oui, mais c'est, licenciement, je sais pas si je me demande même s'ils ont pas réduit Non, 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 c'est les toujours non, pareil. toujours? Bon, bah, faites-vous licencier, mais bon, compliqué, quoi. Bah, en fait, ça coûte cher à l'employeur, du coup, il va pas te licencier. Enfin, Voilà, c'est ça. et puis, licencier, il faut qu'il ait un motif. Voilà. Et moi, par exemple, je sais pour ma rupture conventionnelle, en fait, c'est moi qui l'ai payée. Ils voulaient pas me la faire. Et en gros, c'était le seul moyen de partir. Et du coup, bah, en fait, j'ai renoncé à plus d'un mois de salaire pour qu'ils puissent, pour couvrir le coût de ma rupture conventionnelle. Enfin, bon, bref, tout ça. Alors que j'ai quand même payé, hein, mes cotisations au chômage Ouais. pendant 6 ans. Donc, ça aussi, soyez conscients que actuellement en France, moi, je trouve que le système salarié est de moins en moins avantageux, mais Tout à qu'importe fait. ce qu'on essaye de vous faire Tout à fait. croire. En fait, on réduit de plus en plus ses avantages tout en maintenant une Ouais, c'est cotisation ça, si voilà. élevée. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes plus pour moins. C'est ça. C'est comme on se faisait encore la réflexion hier sur un ramassage d'ordures où globalement bah, ta taxe foncière et ta taxe d'enlèvement des ordures ménagères elles font que monter, mais par contre tes ordures on les ramasse de moins en moins souvent et quand tu vas à déchetterie on te demande d'amener de moins en moins de mètres cubes de déchets, tu vois, alors que t'es là en mode bah en fait vraiment je paye ma taxe foncière qui fait que augmenter, le minimum c'est que quand j'ai des ordures à jeter, je puisse les jeter normalement, tu vois, qu'on me Ouais, dise c'est pas bah ça. non on vous limite à 1 mètre cube par semaine, tu vois. C'est ça. Sachant qu'en plus c'est des services, t'en as besoin quoi, tu vas à la déchetterie 3 fois par an, tu vois. Mmh. Donc au bout d'un moment, bah en fait si je vais 3 fois par an, laissez-moi jeter ce que j'ai besoin d'acheter, me disez pas ah non c'est un mètre cube par semaine, enfin c'est complètement débile. Et ça pour revenir du coup à ce que tu disais sur le chômage, effectivement, les cotisations chômage sur les salaires, elles ont absolument pas baissé, mais par contre de plus en plus ils réduisent la durée. Là c'est 18 mois, ils avaient Ouais, ça. renoncé, mais ça a failli tomber à 1 an et 3 mois. D'ailleurs par Dégressif en plus, je crois, dégressif Mmh. à partir d'un certain revenu. D'ailleurs, parlons-en. Nous, c'est effectivement un dispositif qu'on a utilisé, qu'on vous encourage à utiliser le jour où plus ou moins vous quittez le monde du salariat. C'est débrouillez-vous pour bénéficier de votre chômage pendant 18 mois. Ça vous permet de créer une activité, d'avoir un minimum de revenus sur la transition. En soi, si vous avez suffisamment de revenus immobiliers comme nous, c'est pas obligatoire. Mais il y a aussi qu'au bout d'un moment, quand vous avez cotisé des centaines de milliers d'euros dans un système, c'est bien d'en récupérer un petit bout quand même, tu vois. Mmh. Donc entre guillemets, ça existe, tant que ça existe, profitez-en, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, le système, il vous prendra autant qu'il peut vous prendre. Donc en fait, si vous pouvez prendre, prenez ce que vous avez à récupérer. C'est ça. Et après, bah, du coup, quand on était salarié, ce qu'on a fait pour pour maîtriser un minimum notre impôt sur le revenu qui était déjà conséquent, hein, parce que du coup, j'ai regardé notre avis d'impôt, mais on déclarait plus de 90 000 la dernière année où on travaillait, donc forcément, Je crois qu'on lâchait 20 cas d'impôts, un truc on comme ça, s'est non? éclaté, quand même pas, mais on s'est fait éclater par les impôts et du coup, pour éviter de payer de l'impôt sur nos loyers, on a décidé de tout mettre en SCI à l'IS. Il y a qu'un seul immeuble qu'on a en LMNP parce que ça nous fait un cash flow et que pour l'instant il est au petit On n'a toujours pas la loi de finances qui est sortie, donc on sait toujours pas si le LMNP il prend un giga shoot cette année ou si ça viendra pour l'an prochain ou l'année d'après. C'est ça, donc c'est le seul bien qu'on a en LMNP parce que c'est le seul qui s'y prête, hein, honnêtement. Et puis après on a décidé de plus en faire. Et on a tout fait en SCI à l'IS et après on a bah, du coup pour nos accompagnements on a forcément une société d'exploitation plus on a mis en place la holding. Et je pense qu'il y a des gros inconnus sur comment ça fonctionne, la holding, etc. Et on s'était dit bon bah le jour où on passe plus salarié, on verra comment est-ce qu'on se rémunère. Ce moment est arrivé vu que nous ne sommes plus salariés mais bien chefs d'entreprise et du coup quel choix on a fait pour se rémunérer?
Déjà, on a choisi de pas se payer, parce que là, du coup, globalement, nous, en termes de société, soit on a des SCI, soit des SAS. La holding est une SAS, la société d'exploitation est une SAS également. Forcément, quand vous êtes SAS, si vous vous rémunérez en tant que président de SAS. Donc, globalement, pour 1 euro que vous payez à peu près 80 centimes de charges sociales. Bien évidemment qu'on compte pas se rémunérer du point de vue où on l'entend, parce qu'en fait, c'est pas obligatoire et que ça n'a pas d'intérêt pour nous aujourd'hui. Nous, l'intérêt, c'est qu'on va prendre le max de dividendes qu'on peut. Quand on pourra prendre du dividende, ça réduit déjà pas mal l'imposition, parce qu'au lieu de payer 80 centimes pour 1 euro, vous payez plus que 30 centimes pour 1 euro. C'est déjà pas mal en termes d'économie là-dessus. Bien évidemment, c'est des systèmes de société, donc comme n'importe quel chef d'entreprise. Je pense que si vous avez un minimum de base en fiscalité ou en logique d'entreprise, vous le savez, un chef d'entreprise, il y a un ensemble de frais qui sont logiquement déductibles dans le cadre de le bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est pas de l'abus, c'est juste qu'il faut bien voir qu'un chef d'entreprise en général, et c'est notre cas aujourd'hui, vous travaillez quasiment un peu tous les jours pour l'entreprise, vous avez beaucoup de déplacements ou autres, c'est en général ça qui va faire la plupart de vos frais, qui sont dans le cadre de l'entreprise, donc qui sont bien évidemment déductibles. Également, on a des systèmes d'indemnité kilométrique sur les SCI, parce qu'on continue à faire beaucoup de kilomètres pour gérer l'immobilier, pour les déplacements, pour les rendez-vous, pour les visites, De toute façon, la voiture, elle sert qu'à ça. Exactement. Enfin, je veux dire, là, ces 5 dernières années, si, comme on le voulait expliquer dans l'épisode de lundi, on a mis plus de 100 000 bornes à chacune de nos voitures, franchement, il y en a 70 000 sur chaque bagnole qui sont au moins pour l'immobilier. Donc, entre guillemets, c'est parfaitement justifié là-dessus. Ça permet déjà de faire également un complément de rémunération là-dessus. On a le cash flow du LMNP qui est directement en nom propre, donc celui-là, on peut l'utiliser comme on veut. Et on a également des comptes courants d'associés qui sont pléthoriques, ou en restant de manière cohérente, c'est-à-dire, par exemple, si on considère, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est globalement ce qui ne peut pas être pris en compte par les sociétés de notre rythme de vie, c'est quoi? C'est à peu près 2-3 000 par mois, quelque chose comme ça, environ. Si on prend 2-3 000 par mois sur un compte courant d'associés sur le cash flow de nos SCI, globalement, on a encore 7-8 ans de compte courant d'associés devant nous. C'est ça, à peu près. Donc, d'ici là, on verra où on sera, mais je pense que les problématiques dans 7-8 ans seront différentes, parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, et je pense qu'on arrive petit à petit vers la fin de l'épisode, et c'est là où je veux insister, c'est que globalement, votre vie ne s'arrête pas quand vous quittez votre job. Ça, c'est, je pense, une des inconnues majeures que j'ai déjà vu dans la tête de certains investisseurs ou futurs investisseurs qui se posaient la question et qui voient trop le fait de quitter son job salarié comme la prise en retraite quand tu quittes ton entreprise, genre t'as 62 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'as 62 ans, tu quittes ton entreprise, t'es en retraite et t'as 62 ans, donc globalement, bon, tu vas plus faire grand-chose de ta vie, c'est normal. Nous, par abus de langage, et parce que c'est normal, c'est la manière de se dire qu'on a pris notre retraite via l'immobilier, c'est vrai, mais c'est pas une prise de retraite en mode on fait plus rien et notre situation financière et fiscale telle qu'elle est en 2024 ne bougera plus jusqu'à notre mort. Bien évidemment qu'il y a des choses qui vont évoluer. Rien qu'aujourd'hui, comme on a levé de la dette, chaque mois qui passe, il y a des prêts qui se remboursent. Si dans 7-8 ans, vous dites « Ah, mais attention, dans 7-8 ans, quand vous aurez plus de compte courant d'associés, comment vous allez faire ?» Dans 7-8 ans, en fait, il y aura certains crédits qui seront quasiment remboursés. On pourra revendre des biens. On aura probablement fait encore d'autres opérations. Dans le pire des cas, si vous payez un petit peu de distribution de dividendes sur la SCI dans 7 ou 8 ans, je pense que ça sera moins un problème qu'aujourd'hui. Et d'ici là, on verra encore si au niveau de la fiscalité du dividende, ça va encore l'intérêt de s'en distribuer ou pas. Enfin, je veux dire, regardez la fiscalité telle qu'elle était il y a 10 ans, regardez telle qu'elle est aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué de se faire des plans à plus de 3-4 ans là-dessus. Et parce que je pense que tu n'as pas trop suivi le début de ma réflexion à la manière dont tu me regardais ces 2 dernières minutes. Globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous quittez votre job, vous devez avoir un plan à court terme, moyen terme, long terme, mais commencez pas à faire des plans sur la comète, d'essayer de calculer l'impôt que vous allez payer sur la distribution des loyers de votre SCI dans 10 ans. En fait, si vous avez plusieurs années de compte courant d'associés devant vous, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Et vous inquiétez pas, je dors sur mes 2 oreilles de savoir que dans 7-8 ans, j'ai plus de compte courant d'associés et que c'est pas la panique et que je sais que d'ici là, notre situation aura tellement évolué qu'en fait, c'est un non-problème. C'est ce fait-là. Après aussi, le fait d'avoir fait un patrimoine immobilier, pardon, c'est aussi l'avantage, c'est que pour le coup, alors il y a du travail, mais c'est pas non plus, on n'est pas contentieux, enfin comment je dis, contenu au cantonné, pardon, à un chiffre d'affaires qui rentre et tout. En fait, c'est des baux, donc le chiffre d'affaires il rentre quoi qu'on fasse. Et en fait, justement, maintenant, on a la liberté de faire ce
qu'on veut à côté. Si par C'est ça. exemple vous aviez un projet, j'en sais rien moi, de peindre des trucs et d'ouvrir une galerie, bah en fait c'est un système, un business model qui vous le permet après. Tu vois, Oui, de choisir en tout à fait, fait. tout En simplement. fait, c'est ça, c'est qu'aussi en fonction de c'est pour ça et je pense que ça s'adresse à 95% des gens qui écoutent ce podcast. Globalement, si vous avez moins de 55 ans le jour où vous quittez votre taf, en fait, vous avez encore le temps de relancer quelque chose et du coup, pour l'immensité d'entre vous qui auront moins de 40, voire parfois moins de 30 ans, moins de 35 ans, quand vous quitterez votre taf, vous aurez le temps de refaire autre chose. Peut-être la seule chose auquel il faut faire attention, et nous, c'est la seule chose qu'on s'est dit avec Marie, c'est qu'on ne relancera pas une activité qui mettra en péril ce qu'on a fait. C'est-à-dire, hors de question de redémarrer à zéro, tu vois. Ouais. Globalement, on est prêt à lancer des activités, à prendre un peu de risque, à perdre de l'argent. C'est normal, c'est la vie d'entreprise et ça fait partie de la responsabilité qui va avec la liberté qu'un chef d'entreprise. Par contre, on n'ouvrira pas genre une salle de sport à 3 millions d'euros où la banque nous demandera d'être caution personnelle et où globalement, si la salle de sport fait faillite, on perd 3 millions d'euros, donc on perd notre parc immo. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on fera pas. Et hormis ce cas-là, que bien évidemment, je vous recommande d'éviter, globalement, une fois que vous êtes sorti du salariat, il n'y a rien qui pourra vous y renvoyer. Bon, bah, on arrive au bout de l'épisode. On espère quand même que ça a pu vous éclairer un peu sur nous, en tout cas la façon dont on a appréhendé ce qui est la fiscalité et bah comment est-ce qu'en fait on se rémunère tout simplement une fois qu'on n'est plus salarié. Ça peut vous rassurer aussi, vous ne serez pas sans le sou. Ouais. De toute Et manière, vous le sentirez c'est ça. largement avant d'avoir arrêté votre Et, CDI et en si c'était le plus, cas. là où moi je dois rajouter quelque chose, c'est que comprenez bien deux choses. C'est que le jour où vous quittez que vous quittez vos CDI, euh, nous la situation qu'on a nous est propre. Autant il y a des choses qui sont parfaitement duplicables. Par exemple, un salarié qui gagne 3 000 euros par mois, il me demande qu'est-ce qu'il fait s'il investit dans l'immobilier. Je peux à peu près lui dupliquer une méthode qui fonctionne pour un autre salarié en CDI à 3 000 euros par mois. Quand vous allez quitter votre job, faut savoir que, et nous, on l'a plus ou moins vu, il n'y a pas vraiment deux profils d'investisseurs immobiliers qui se ressemblent au moment où ils quittent leur job. On a tous à peu près des situations qui sont différentes. Des fois même, on en voit certains qui n'ont pas forcément optimisé leur fiscalité ou d'autres certains qui partent beaucoup plus tôt que nous, qui du coup n'ont même pas ces problèmes de fiscalité parce qu'entre guillemets, les loyers ne sont pas non plus stratosphériques en face. Donc voilà, globalement, ne prenez pas non plus notre cas au moment où on a quitté nos CDI comme un parfait exemple parce que à moins que vous fassiez exactement la même chose que nous dans le même temps et que vous ayez fait les mêmes apports que nous sur un même nombre de sociétés, tu vois ce que je veux dire? Nous, on s'est adapté aux cartes qu'on avait au moment où on a décidé de le faire. C'est-à-dire quitter nos jobs il y a 1 an maintenant. Faut bien voir que globalement, le jour où vous voulez quitter vos CDI, il vous faut minimum une trentaine de biens immobiliers à peu près, entre 25 et 30, plus c'est du bonus. Nous, on a fait 50, on aurait pu s'arrêter un petit peu Oui, avant, je mais ça pense, nous ouais. permet de rebondir sur le deuxième point qui est super important le jour où vous quittez vos CDI, c'est que la notion de revenu est complètement différente d'un salarié. C'est-à-dire qu'un salarié, à partir du moment où il gagne 2-3 000 euros par mois, il est bien. Enfin, ça suffit pour vivre. Après, bon, si t'as une famille, machin, un truc, c'est différent. Mais globalement, une personne célibataire qui a 30 ans, 2-3 000 euros par mois, ça suffit pour bien vivre. Quand vous êtes chef d'entreprise / investisseur, 2-3 000 euros par mois pour vivre, compliqué. C'est chaud. En réalité, en revenu, vous devez multiplier tout par 2. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en général, le salarié, quand il touche 2-3 000 euros par mois, c'est net. En général, le chef d'entreprise, 2-3 000 euros, c'est plus ou moins sa marge, donc c'est son chiffre d'affaires moins ses charges. Il y a parfois un petit peu de fiscalité en fonction de dans quel régime vous mettez, en fonction de vos ICA, en fonction des comptes courants d'associés que vous avez, des charges que vous pouvez passer. C'est un peu ce qu'on discutait juste avant. Et deuxième point, c'est que le chef d'entreprise / investisseur, il a quand même un certain aléa sur son revenu. Bien évidemment, des loyers, comme tu disais, quoi qu'il arrive, ça rentre. Il y a quand même des fois où s'il y a un problème, ça rentre plus. Alors, pas en totalité, heureusement, mais ça peut ne plus rentrer ou simplement il peut y avoir des dépenses qui n'étaient pas anticipées plutôt que ça rentre moins. Nous, on le voit dans l'immobilier, on a rarement des baisses de rentrée de loyer. C'est plutôt qu'on a des sorties qui étaient imprévues, une chaudière qui lâche 3 000 balles, un bout de toiture à refaire 5 000 balles, des travaux dans un Airbnb 15 000 balles. Tu vois, c'est plutôt ça qui peut vous arriver et qui fait que globalement, pour moi, quand on n'est plus salarié, il faut, pour être vraiment à l'aise financièrement, s'assurer qu'on a besoin de maximum 60 à 70% de ce qu'on gagne pour vivre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder une grosse marge. Tu vois, tu as des salariés, globalement, ils gagnent 2 500 par mois, ils mettent 200 euros de côté, ils vivent avec 2 300. Moi, ça me pose pas de problème. Il met déjà 200 euros de côté, c'est pas mal, tu vois. Entre guillemets, quand t'es chef d'entreprise / investisseur, si tu gagnes 10K par mois, faut au moins que t'en mettes 3 de côté, tu vois.
Ouais, je suis Parce qu'il y a des plutôt mois où tu d'accord. auras pas 10 K. Ou alors tu as des mois où tu auras 10 K, mais tu auras 12 ou 15 K de dépenses. Ouais. Ce qui nous arrive. Ouais, ce qui nous arrive, ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit, c'est vraiment, je pense que pour vous préparer là-dessus, gros revenus, grosse responsabilité, pardon, Ouais. pardon, je commence à être fatigué. Je Non, parle bah, trop en fait, vite. c'est le jeu ma pauvre Lucette, quoi. C'est ça. Vous acceptez d'être plus rémunéré, il faut accepter d'avoir en face les risques qui vont Exactement, avec. exactement. Et donc c'est voilà, ne mangez pas tout ce que vous allez gagner quand vous serez chef d'entreprise / investisseur. Et c'est là aussi où en fait vous continuerez à croître, parce qu'en fait si jamais vous avez une bonne gestion et que vous limitez le risque, admettons que vous gagnez 10K par mois, vous en mettez 3 de côté, vous vivez avec 7, et ces 3 là de côté, en fait vous continuez à les réinvestir, et du coup dans quelques années après c'est plus 10K par mois que vous gagnez, mais 15K. Et si vous avez toujours besoin de 7K, vous remettez 7 ou 8K de côté. Ou alors, quand vous gagnez 15K, vous pouvez vous permettre de vivre avec 10, donc d'augmenter encore un peu votre niveau de vie et de mettre 5K de côté. Mmh. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut se garder en tête aussi, c'est que la notion de la rémunération et du salaire n'a plus rien à voir quand vous êtes à votre compte. Mmh. Et je parle pas de la notion de l'argent, on va pas se mentir, un resto à 50 balles, ça a la même Pour valeur que les vous 2, soyez c'est salarié pareil, ou chef d'entreprise, hein. Je dis juste que la notion de vos revenus par rapport à vos dépenses et vos charges n'a rien à voir. Et c'est là où des fois j'en parle avec des amis, parce que nous on est très à l'aise avec l'argent, donc on en discute. Et c'est vrai que je leur dis, voilà, ce mois-ci on a rentré 10K, mais on a sorti 12. Ils me regardent avec des énormes yeux, parce que Comment oui, vous faites? pour un salarié, 10K c'est parfois son revenu sur 3-4 mois, et 12K c'est son revenu sur 6 mois, tu vois. Mais la réalité c'est, quand t'es chef d'entreprise, il y a des mois comme ça, il y a des mois où tu vas rentrer 10K, dépenser 12K, des mois tu vas rentrer 20K, dépenser 5K. Ça va vraiment dépendre un peu de ce qui te tombe sur la gueule, de ce qui se passe sur ton parc immobilier, de ce qui se passe sur tes autres activités. C'est ça. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos ressentis par rapport à ça. Également, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme. À nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram. On vous partage notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.